Le 26 octobre 2025, le président russe Vladimir Poutine s'est présenté devant les caméras et a fait une nouvelle déclaration nucléaire. La Russie venait de tester le missile Bourvesnik, une arme à propulsion nucléaire dont elle s'est vantée. Nul autre ne les possède. Quelques jours plus tard, il s'est vanté du missile sous-marin Poséidon, soi-disant indétectable et impossible à arrêter. Voici ce que Vladimir Poutine ne veut pas que vous sachiez. Ces démonstrations désespérées de menaces nucléaires et ces soi-disant lignes rouges qu'il défie ne sont pas des signes de force. Ce sont les symptômes d'une superpuissance mourante qui s'accroche à sa dernière carte. Les dirigeants occidentaux finissent par le défier. Après près de 4 ans de menaces nucléaires, le monde a vu Vladimir Poutine tracer tant de lignes rouges que la peinture a séché. Peser l'ampleur du chantage nucléaire mené par la Russie. Selon la base de données exhaustive de Voice of America, les responsables russes ont proféré 135 menaces nucléaires entre février 2022 et décembre 2024 seulement. Vladimir Poutine était responsable de 27 d'entre elles, et leur fréquence a augmenté au fil du temps. Cela a commencé avec 5 menaces, en 2022-9, en 2023, puis 13 en 2024. 2025 a été, il faut l'admettre, une année calme en matière de menaces nucléaires, avec United 24 médias n'en suggérant que 4. 3 d'entre elles concernaient le Poséidon et le Bourvesnik. Toutes ces annonces ont été faites dans l'espace de 2 semaines. Mais Donald Trump a bien compris l'absurdité de prêter attention au président russe lorsqu'on l'a interrogé sur la dernière annonce de missiles de Poutine. Je sais que notre sous-marin nucléaire, le meilleur du monde, est déjà près de leur côte. Donc il n'a pas à parcourir 8000 miles. Et ils ne jouent pas avec nous. Nous non plus. Nous ne jouons pas avec eux. Puis, visiblement en colère, il a ajouté « Ils devraient arrêter la guerre, qui dure depuis 4 ans, au lieu d'une semaine comme prévu. Au lieu de tester des missiles, le renvoi de Trump marque un tournant. C'est l'une des rares fois où un grand dirigeant occidental ne mesure pas ses mots pour ne pas provoquer Moscou. Au lieu de cela, il traite la rhétorique nucléaire de Poutine pour ce qu'elle est réellement. La posture désespérée d'un dirigeant dont l'armée conventionnelle a catastrophiquement échoué. Alors, examinons le schéma de chantage nucléaire de la Russie et voyons ce qu'il nous révèle vraiment. Nous n'allons pas dresser de liste complète, car elle serait très répétitive, mais on remarque un schéma dès le début. Chaque fois que l'Ukraine ou l'OTAN réalise une avancée significative, Vladimir Poutine sort son manuel nucléaire. C'est devenu aussi prévisible que cela. Creux. Le 24 février 2022, premier jour, Vladimir Poutine lance son opération militaire spéciale avec une menace nucléaire à peine voilée, suggérant que quiconque tente d'interférer avec la Russie verra des conséquences que vous n'avez jamais vues. Ce furent des paroles fortes, mais aussi la première erreur. La Russie a menacé d'une guerre nucléaire avant de tenter une victoire conventionnelle, afin d'isoler l'Ukraine du reste du monde. 27 février 2022, troisième jour. Quand il devient clair que l'Ukraine ne tombera pas en 48 heures, Vladimir Poutine ordonne de placer les forces nucléaires russes en mode spécial de combat. Devoir. Un mot sophistiqué pour l'état d'alerte maximal. L'Occident observe. 20 avril 2022. La Russie teste le RS-28 Sarmat. Le chef de Roscosmos, Dmitri Rogozin, affirme que le missile balistique intercontinental peut détruire tout système de défense antimissile. Les États-Unis ont déclaré qu'il s'agissait d'un test de routine notifié conformément au nouveau traité de réduction des armes stratégiques. Le timing montre la frustration de Vladimir Poutine face à la résistance ukrainienne persistante. 24 avril 2022. Le ministre Sergueï Lavrov prévient que le soutien occidental à l'Ukraine pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Cela intervient un jour après que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rencontré Zelensky à Kiev. Le message est clair. Arrêtez d'aider l'Ukraine, sinon l'Occident répondra en continuant à aider l'Ukraine. Quoi qu'il en soit. Rappelez-vous, cela ne faisait que 2 mois après le début de l'invasion. Nous avons déjà vu 4 menaces. Juin 2022, ligne rouge des HIMARS. L'administration du président Joe Biden a soutenu que fournir des systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, ou High Mobility Artillery Rocket System, serait une provocation inacceptable. Les responsables russes ont fait écho à cet avertissement de conséquences graves. Puis l'Ukraine a commencé à remporter des batailles clés en avril et en mai. Soudainement, les High Mobility Artillery Rocket System ne semblaient plus aussi provocateurs.
Les États-Unis les ont envoyés. La Russie n'a rien fait, et l'OTAN a rapidement compris que les lignes rouges de la Russie semblaient avoir une flexibilité d'interprétation pratiquement illimitée. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Juillet 2022 et mars 2023. À 2 reprises, l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a suggéré qu'une attaque de l'Ukraine contre la Crimée, un ancien territoire ukrainien, provoquerait un jugement. Une riposte immédiate avec tous les moyens nécessaires, incluant potentiellement des missiles nucléaires. Bien que l'Ukraine et l'OTAN aient partiellement pris en compte la première menace, l'Ukraine a développé et reçu des drones longue portée pour tenter d'endommager le pont de Kherson et les infrastructures voisines. Donc, lorsqu'une menace ne suffisait pas, Medvedev a dû redoubler d'efforts et n'a toujours pas été pris au sérieux. 21 septembre 2022. Poutine annonce une mobilisation partielle et affirme, en cas de menace contre l'intégrité territoriale, pour défendre la Russie et notre peuple. Nous utiliserons tous les systèmes d'armes disponibles. Ce n'est pas du bluff. Pourtant, malgré les frappes de drones ukrainiens sur la Russie, aucune arme nucléaire n'apparaît. Ce mois-là, Poutine a aussi annexé Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia. La Russie ne les contrôle même pas entièrement, et les a pourtant déclarés territoire russe. La menace implicite était que toute attaque contre le sol russe pourrait entraîner une riposte nucléaire. L'Ukraine a répondu en libérant la ville de Kherson en novembre, repoussant les forces russes de l'autre côté du fleuve de Dnipro. La Russie a intensifié ses menaces, tandis que ses soldats prenaient la fuite. En février 2023, l'Allemagne annonce qu'elle enverra des chars Léopard à l'Ukraine, ce que Vladimir Poutine avait explicitement déconseillé, et pour lequel il a immédiatement menacé de représailles nucléaires. Les chars arrivent d'Allemagne. Bien qu'il ait fallu près de 2 ans pour en avoir assez, il convient de mentionner que c'était encore une autre ligne rouge, franchie de manière flagrante par l'OTAN, apparemment sans aucune répercussion. Juin 2023, Vladimir Poutine annonce le transfert d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Ceci devrait inquiéter l'Occident, mais cela reste un geste symbolique, sans effet concret. La Russie possédait déjà un stock d'armes à Kaliningrad, qui est sans doute plus proche de certaines capitales européennes et du territoire russe lui-même. Février 2024. Vladimir Poutine avertit que tout pays de l'OTAN envoyant des troupes combattre en Ukraine s'exposerait à des conséquences nucléaires. Le président français Emmanuel Macron a néanmoins déclaré qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes européennes. Vladimir Poutine ordonne des exercices de force nucléaire. Finalement, l'OTAN n'a envoyé aucune troupe. L'Ukraine a tenu grâce à ses ressources humaines et à son ingéniosité dans le développement de drones pour compenser son déficit numérique. Août 2024. L'Ukraine envahit Koursk et lance des attaques contre d'autres régions russes. La précédente ligne rouge de Poutine disait qu'une menace directe contre le territoire russe provenant d'armes de l'OTAN aidant l'Ukraine à atteindre ses objectifs équivaudrait à une guerre Russie-OTAN. Mais aucune déclaration officielle de guerre n'a été faite, et la Russie aurait besoin de 6 mois pour réprimer l'incursion ukrainienne à Koursk. L'Ukraine a remporté seule cette victoire, ce qui a amené le président Biden à autoriser l'usage de missiles Army Tactical Missile System, longue portée contre des cibles en Russie, en novembre 2024.
La réponse de Poutine était presque comique dans sa prévisibilité. Il a signé une nouvelle doctrine nucléaire cette semaine, abaissant le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire. La doctrine prévoit qu'une attaque d'un État non nucléaire soutenu par une puissance nucléaire peut entraîner une riposte nucléaire. Puis, le 19 novembre 2024, l'Ukraine frappe effectivement une installation militaire dans la région de Bryansk, en Russie, avec des missiles Atacam. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, déclare qu'il s'agit d'une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, prévient que la doctrine autorise désormais une riposte nucléaire. Et pourtant, rien ne s'est passé. La Russie a lancé le missile Oreshnik, un missile balistique intermédiaire pouvant porter des ogives nucléaires, mais ici équipé d'armes conventionnelles. C'est un théâtre nucléaire pour montrer ce que la Russie pourrait faire, tout en faisant très attention à ne pas aller jusqu'au bout. 21 novembre 2024, l'Ukraine frappe avec des missiles Storm Shadow britanniques. L'ambassadeur russe au Royaume-Uni affirme que la Grande-Bretagne est désormais directement impliquée dans cette guerre. Encore une fois, le seuil nucléaire aurait été franchi, sans utilisation d'armes nucléaires. En 2025, une nouvelle vague rapide de menaces survient alors que la Russie exhibe ses systèmes prétendument parfaits. Mais Poutine continue de proférer ces menaces qui ne fonctionnent pas, précisément parce que c'est littéralement tout ce qui lui reste. Considérez la stratégie de la Russie. Au début de la guerre, la Russie avait la supériorité numérique, la capacité industrielle et l'effet de surprise. 3 ans plus tard, elle a réussi à occuper environ 1000 km² de territoire ukrainien supplémentaires, au prix d'environ 1,4 million de pertes russes, une économie dévastée et un isolement international. La doctrine militaire tant vantée de la Russie s'est révélée catastrophiquement inadaptée à la guerre moderne. Contrairement à l'OTAN, qui apprend du terrain, la Russie suit des scénarios rigides et mène une guerre d'usure. Face à une résistance inattendue, les unités russes peinent souvent à s'adapter, et leurs officiers manquent d'autonomie décisionnelle. Résultat, des tactiques prévisibles, exploitées à plusieurs reprises par les forces ukrainiennes. La catastrophe de l'aéroport de Hostomel dès le premier jour a donné le ton. La Russie a déployé 200 à 300 soldats des forces spéciales en hélicoptère pour prendre un aérodrome près de Kiev. Le plan prévoyait d'envoyer des renforts par avion et de marcher vers la capitale. Les défenseurs ukrainiens ont abattu 4 hélicoptères, bloqué les pistes et annulé toute l'opération. 18 avions transportant jusqu'à 4000 soldats ont été vus vers Hostomel, mais ont fait demi-tour au lieu d'atterrir sous le feu. Cet échec tactique a révélé de profonds problèmes structurels. L'invasion de Vladimir Poutine n'a pas été planifiée par le commandement militaire russe, mais par le service fédéral de sécurité, c'est-à-dire les services de sécurité. Ils pensaient que l'Ukraine capitulerait en 10 jours. Les forces russes n'ont littéralement pas amené de pièces de rechange pour des opérations de combat longues. Les cartes capturées ne montraient aucun plan pour faire face à une résistance ennemie. Vladimir Poutine a directement conduit à ce problème en passant 20 ans à détruire systématiquement toute possibilité de recevoir des informations précises. Il s'entoure de courtisans qui lui disent ce qu'il veut entendre, plutôt que ce qu'il doit savoir. Le service fédéral de sécurité a adapté ses rapports sur l'Ukraine pour confirmer les convictions de Vladimir Poutine. L'Ukraine n'était pas légitime. Les Ukrainiens accueilleraient les Russes, et l'Occident n'interviendrait pas. Faute d'opposition, la Russie doit suivre des ordres contraires à ses intérêts à long terme. Le régime qui a éliminé la dissidence pour maintenir le contrôle se rend compte aujourd'hui que cette même absence de dissidence empêche l'adaptation nécessaire à sa survie. Et ainsi, Poutine brandit à nouveau la carte nucléaire, encore et encore. N'admettant pas que l'invasion était une erreur, il devrait reconnaître que son évaluation initiale était fausse, ce que son système refuse. La Russie ne peut pas gagner conventionnellement. Son armée s'étant montrée incapable face à une force ukrainienne plus petite mais entraînée par l'OTAN. Il ne peut pas non plus négocier en position de force. Puisque la Russie perd du territoire lors des contre-offensives, les menaces nucléaires sont littéralement le dernier outil qu'il reste à Poutine pour projeter sa puissance. Ils ont 4 objectifs principaux, ce qui les rend très précieux lorsqu'ils sont utilisés. Mais cela implique qu'ils soient utilisés avec parcimonie et de manière ciblée, ce que nous n'avons pas encore observé. Elles peuvent détourner l'attention des échecs militaires. À chaque lourde défaite russe, la rhétorique nucléaire s'intensifie. Par exemple, si la Russie n'arrive pas à prendre Pokrovsk, elle teste un nouveau missile qui pourrait, par coïncidence, raser toute la ville.
Quand la Russie a commencé à perdre des territoires occupés ou à être envahie par l'Ukraine, cela a soudainement été vu comme un coup bas justifiant une riposte nucléaire, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre ses alliés. C'est une diversion classique. Deuxièmement, une menace nucléaire intimide effectivement les dirigeants occidentaux qui craignent le risque. Ils sont élus démocratiquement et responsables devant des électeurs qui craignent naturellement la guerre nucléaire. Cela fait d'eux des candidats idéaux pour être contraints de se retirer de résolutions vitales de l'OTAN, qui permettraient d'envoyer plus de colis et d'équipements modernes à l'Ukraine. Mais même cette stratégie fonctionne de moins en moins souvent. En 2025, la plupart des pays européens se sont unis pour renforcer leur préparation militaire et partager le leadership de l'OTAN. Troisièmement, les médias d'État russes amplifient chaque menace nucléaire, présentant Vladimir Poutine comme un dirigeant fort, tenant l'agression occidentale à distance pour un public russe, consommant la propagande du Kremlin. Ces menaces sont la preuve que la Russie reste une superpuissance, peu importe les performances militaires réelles. Le pouvoir de Vladimir Poutine dépend de quelques centaines de personnes clés, des services de sécurité, du commandement militaire et des oligarques. Ces personnes pensent que Vladimir Poutine gagne, ou du moins ne perd pas complètement. Les menaces nucléaires prouvent que la Russie garde des atouts, malgré la perte de la guerre conventionnelle. Le Conseil de l'Atlantique l'a parfaitement résumé. Poutine est devenu un gangster géopolitique. Pendant ce temps, le financier et militant politique anglais Bill Browder a comparé Poutine à un parrain de la mafia, ou comme le plus brutal de la cour de prison, pour masquer l'érosion constante des capacités militaires russes. Comme un gangster qui a perdu sa force mais essaie toujours d'intimider uniquement par sa réputation, Poutine menace de conséquences qu'il est de moins en moins capable et désireux d'appliquer. Mais abordons la question évidente. Si Poutine est si désespéré, qu'est-ce qui l'empêche vraiment d'utiliser des armes nucléaires ? La réponse est simple. Même Poutine comprend à quel point ce serait suicidaire. Si la Russie utilisait une arme nucléaire tactique de 10 kilotonnes en Ukraine, tout dans un rayon de 800 mètres, serait vaporisé en quelques secondes. La ville, disons Zaporijia, avec ses 700 000 habitants, serait effectivement détruite. En quelques minutes, les détecteurs de radiation à travers l'Europe enregistrent la détonation. Les communications sécurisées entre Kiev, Washington, Londres, Paris et Berlin s'activent. La Russie a franchi le seuil nucléaire. L'OTAN déclarerait presque certainement qu'il s'agit d'un acte nécessitant une réponse immédiate. Non pas que l'OTAN veuille une guerre nucléaire, mais laisser la Russie utiliser des armes nucléaires sans sanction détruirait le cadre de non-prolifération, qui a évité une guerre nucléaire depuis près de 80 ans. Ce principe s'appelle « escalader pour désescalader » dans le jargon militaire, mais la réalité est bien plus simple. Si vous laissez quelqu'un utiliser des armes nucléaires une fois sans conséquences majeures, il les utilisera à nouveau, et la prochaine cible pourrait être vous, et finalement quelqu'un d'autre les utilisera aussi. Donc l'OTAN devrait réagir. Peut-être qu'elle lancerait des frappes conventionnelles massives contre les forces russes en Ukraine. Peut-être qu'elle utiliserait ses propres armes nucléaires tactiques, ciblant des installations militaires russes. Peut-être qu'elle déclarerait la guerre directement à la Russie. Poutine, face à l'effondrement de son régime et à une possible défaite, décide que s'il doit tomber, autant entraîner le monde avec lui. Alors il autorise un échange nucléaire total, auquel le reste du monde répond de la même manière. En moins d'une heure, des centaines d'ogives nucléaires volent. Des villes à travers la Russie, les États-Unis et l'Europe sont anéanties, en quelques heures. Des millions de personnes sont mortes lors des explosions immédiates. En quelques jours, le nombre de morts grimpe avec la propagation de la maladie des radiations et les incendies ravageant les villes. En quelques semaines, 150 millions de tonnes de fumée atteignent la stratosphère, provoquant un hiver nucléaire en 6 mois. Les températures chutent fortement et les récoltes échouent en moins de 2 ans. Les températures mondiales ont chuté de 14 degrés Celsius et la production agricole s'effondre partout dans le monde. Dans moins de 10 ans, on prévoit la mort de 5 milliards de personnes principalement à cause de la famine, et non des armes nucléaires. La civilisation moderne a chuté. Les survivants affrontent une planète radioactive, où de vastes zones seront inhabitables pendant des générations. Pourquoi Poutine ne le fait-il pas ? Avant tout, Poutine veut gagner. Il veut que la Russie soit crainte et respectée comme une grande puissance. Il veut restaurer ce qu'il considère comme la sphère d'influence légitime de la Russie. Utiliser des armes nucléaires n'atteint aucun de ses objectifs. Cela y met fin.
Une frappe nucléaire sur l'Ukraine aurait 4 conséquences. Détruire le territoire même et les populations que la Russie prétend vouloir libérer. Garantir l'implication directe de l'OTAN dans la guerre entraînerait presque certainement la mort de Vladimir Poutine, soit à cause des représailles de l'OTAN, soit à cause de ses propres services de sécurité qui l'élimineraient pour se sauver eux-mêmes. Supprimer tout soutien international, même celui de la Chine et de l'Inde. Vladimir Poutine est beaucoup de choses, mais pas fou. Il sait que l'usage d'armes nucléaires causerait la chute de son régime, voire de toute la Russie. Le deuxième point est externe à la Russie. Lors du sommet du G20 à Bali en novembre 2022, la situation de la Russie autour de Kherson devenait désespérée. Le président Biden a rencontré Xi Jinping. Les renseignements suggèrent que Xi a directement dit à Poutine de ne pas utiliser d'armes nucléaires. L'opposition chinoise est cruciale. L'économie russe dépend davantage du commerce avec la Chine, surtout pour les exportations de pétrole et de gaz limitées par les sanctions occidentales. Si la Chine se retournait contre la Russie en raison de l'utilisation de l'arme nucléaire, Poutine ferait face à une isolation économique totale. La Chine a ses propres raisons de s'opposer à l'utilisation des armes nucléaires. Cela créerait un précédent qui pourrait s'appliquer à Taïwan. Cela menace le système économique mondial dont la Chine bénéficie, et cela risque une escalade nucléaire qui pourrait menacer les intérêts chinois. Troisièmement, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine car il la veut, que ce soit pour son peuple, ses ressources, sa position stratégique, sa capacité industrielle, ou probablement tout cela à la fois. Une arme nucléaire détruit ce que vous tentez de capturer, rendant le territoire inhabitable et tuant la population que vous dites protéger. Si Vladimir Poutine visait seulement la destruction, il aurait pu utiliser des armes nucléaires dès le début. Qu'il ne l'ait pas fait après près de 4 ans de guerre et tant de lignes rouges franchies montre qu'il pense encore pouvoir gagner. Recourir à une guerre conventionnelle ou à une menace nucléaire pour forcer l'Occident à accepter un accord de paix favorable équivaudrait à reconnaître une défaite totale pour l'Ukraine. Si vous préférez détruire ce que vous ne pouvez obtenir, vous avez abandonné vos objectifs initiaux. Enfin, une vérité solennelle subsiste. Le chantage nucléaire de Poutine a partiellement réussi. L'Allemagne refuse encore de livrer les missiles Taurus. Les États-Unis ont repoussé la livraison des ATACMS de 20 mois. Les F-16 arrivent beaucoup plus tard que demandé par l'Ukraine. Chaque système d'armes suscite un long débat où les responsables occidentaux évaluent les risques d'escalade. Cette approche prudente a coûté cher à l'Ukraine. Si l'Ukraine avait eu les F-16 ATACMS et des missiles longue portée à la mi-2022 lors de la contre-offensive à Kharkiv, la guerre aurait pu être très différente. La menace nucléaire russe a ralenti, sans stopper, l'aide occidentale. Donc au moment où Poutine décide d'utiliser une arme nucléaire, l'une des deux choses suivantes se produit. Soit l'OTAN répond par la force et la Russie perd tout, soit elle recule et montre que le chantage nucléaire fonctionne encore mieux que prévu. Poutine ne risquera pas sa vie pour si peu. Il tire plus profit de ces menaces que de leur mise à exécution. Tout cela part du principe que Poutine reste rationnel. Cela suppose qu'il ne pense pas que son régime soit condamné et qu'il ne choisisse pas de partir dans une gloire apocalyptique. Cela suppose qu'il n'y ait pas de mauvaise évaluation, pas d'accident, pas de moment de désespoir où il croirait sincèrement que l'escalade nucléaire est sa seule option. Prenons la crise des missiles de Cuba en 1962. Une guerre nucléaire a été évitée de justesse, autant par chance que par habileté, à cause de la mauvaise communication et de la politique du bord du gouffre. Chaque fois que Poutine brandit la menace nucléaire, il existe un risque que cela dérape. Il suffit d'une seule réaction trop agressive. Et nous voilà de retour à la crise de Cuba, encore une fois. Plus Poutine et ses sbires menacent, plus le risque d'erreur grandit. C'est comme rejouer sans cesse à la roulette russe. Les premières fois, les chances sont de votre côté, mais tôt ou tard, la probabilité vous rattrape. Pendant ce temps, la situation intérieure de Poutine se fragilise. L'économie russe perd beaucoup d'argent, car la Russie doit réduire ses dépenses de défense pour la première fois depuis des années. L'argent du pétrole et du gaz qui a enrichi la Russie à partir des années 2000 commence à s'épuiser. Avec une baisse de 35% des revenus et une capacité de 17% à mi-2025 si le régime Poutine s'effondre, il pourrait estimer n'avoir plus rien à perdre. Ainsi, l'attitude désinvolte de Trump, bien que plaisante, présente des risques. Vous voulez appeler le bluff de Poutine, sans le pousser dans un coin, où il sentirait que l'utilisation du nucléaire est sa seule option. Vous souhaitez aider l'Ukraine à gagner tout en laissant à la Russie des options de désescalade.
Le problème fondamental est que les armes nucléaires existent pour empêcher leur emploi. La dissuasion opère si chaque partie est convaincue que l'autre usera d'armes nucléaires en cas d'attaque. Si vous convainquez votre adversaire que vous n'utiliserez jamais d'armes nucléaires, quelles que soient les circonstances, vous perdez la dissuasion. Convaincre que vous pourriez utiliser des armes nucléaires pour des provocations mineures crée de l'instabilité. Poutine tente d'exploiter ce système. Il veut que l'Occident croie qu'il pourrait utiliser des armes nucléaires pour dissuader le soutien à l'Ukraine, tout en n'ayant jamais à le prouver parce que les utiliser mettrait fin à son régime. L'Occident a répondu en testant peu à peu ces menaces, franchissant progressivement les lignes rouges pour montrer leur vacuité. D'abord les High Mobility Artillery Rocket System, puis les chars, ensuite les Army Tactical Missile System, puis les F-16. À chaque fois que la Russie menace, il ne se passe rien, et les menaces perdent en crédibilité. Poutine continuera très probablement à proférer des menaces nucléaires. Ce sont les seuls outils qu'il lui reste, mais l'Occident n'est plus paralysé par ces menaces. La réaction de Trump, la volonté britannique de soutenir l'Ukraine, le réarmement allemand et la coalition européenne ont permis de fournir 40 milliards d'euros, 46 milliards de dollars d'aide militaire. Tout cela démontre que le chantage nucléaire de Poutine perd de son pouvoir. La guerre en Ukraine sera décidée par l'économie, la logistique, l'armée, la technologie et la volonté politique, et sur chacun de ces critères, la Russie perd du terrain. Merci de regarder maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur la situation militaire de plus en plus difficile de la Russie, regardez notre vidéo sur l'effondrement économique de la Russie, et abonnez-vous à The Military Show pour des mises à jour quotidiennes sur la guerre qui redéfinit la puissance mondiale.